Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre magazine Au fil de l'histoire. قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي بالحلم بالعلم بالنعمة إذ اتصلت بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي حتى يجودك دمع الطل منهمرا من أعين الزهر لم تبخل بإسعادي ولا تزال صلاة الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي. Ces vers sont du dernier roi de Séville et poète Al-Mu'tamid ibn Abbad. C'est ici, à Hermet, que l'émir captif a rédigé ces textes, désormais gravés sur sa plaque funéraire. Hermet est une ville située au pied du Haut-Atlas. Elle est connue dans l'histoire pour avoir été la capitale de l'émirat local des Moghrawa au Xe siècle, avant de devenir celle de la dynastie almoravide un siècle plus tard. La fondation de Marrakech a eu raison de la prospérité d'Hermet. La ville a été en effet abandonnée vers la fin du XIVe siècle. Depuis 2005, et grâce à un programme de fouilles archéologiques maroco-américain, la cité d'Hermet livre ses premiers secrets. En effet, 3 monuments ont été exhumés. Il s'agit du hammam, de la mosquée et du palais. Ce programme de fouilles archéologiques est un cas d'école en ce sens que les archéologues allient recherche scientifique, protection et préservation de ce site, l'un des plus importants de l'histoire médiévale du Maroc. Monsieur Abdallah Filli, vous êtes archéologue et co-directeur du programme donc, des fouilles archéologiques du site d'Hermet, qui est quand même l'un des sites médiévaux les plus importants du Maroc. Mais avant de parler un peu de l'histoire de ce site, qu'est-ce qu'on peut dire sur la signification du mot Hermet? Le terme Hermet est d'origine amazigh. Ça veut dire en arabe Khad Debo. Ça veut dire laisser prendre la couleur, macéré, et qui est très probablement lié à la nature de la terre d'Hermet, qui est une terre extrêmement colorée et qui laisse en fait, qui se déteint sur tout ce qu'il touche, les vêtements par exemple, la nature même des bâtiments avec une construite en terre qui a une couleur très spécifique et qui véritablement prend sur l'élément qu'il touche. Et effectivement, c'est un site majeur de l'histoire du Maroc qui est situé, qui est assez exceptionnel dans la région, une région où il y a très peu de villes. Hermet est l'une certainement des plus anciennes parce que d'après les textes, on parle d'une ville antérieure à la période islamique et que les premiers musulmans sont arrivés au 1er siècle, à la fin du 1er siècle de l'Hégire, à peu près aux alentours du début du 8e siècle. Et bien évidemment, l'importance également du site réside dans le fait que c'est une ville jumelle. Donc on a 2 villes en fait, qui est une caractéristique assez importante du système urbain marocain. Face, par exemple, nous présente 2 villes, Adouat al-Andalus, Adouat al-Qarawiyyin. Hermet présente également 2 villes, Hermet Aylan, qui nous échappe en tant qu'archéologue maintenant, mais qui est présente jusqu'à la fin du XIIIe siècle dans les sources arabes, et Hermet Ourika, dans laquelle nous sommes, où le pouvoir central, les pouvoirs centraux successifs se sont installés. Et au-delà également de cet aspect économique et politique, on a également le rôle religieux d'Hermet. À Hermet, mais on ne sait pas encore, en tout cas d'après les textes, c'est là où on a l'une des plus anciennes mosquées du Maroc, construite sous Hassan ibn Nu'man,
et bien évidemment à la fin du 1er siècle de l'Hégire, et qui a transformé, d'après les textes, l'église d'Armat en mosquée. Toutes les descriptions, et notamment une description je donnerai que celle-ci, la description d'Ibn al-Khatib, qui a visité la ville, qui est le poète et le vizir andalou, qui a visité la ville à la fin du XIVe siècle, nous décrit sa visite de la ville. Il a visité la mosquée, il a visité, et donc qu'il a décrit parfaitement bien. Et donc nous, les archéologues, quand on découvre les différentes couches archéologiques dans la mosquée, on sait, en tout cas, on n'est pas surpris de tomber sur un bâtiment extrêmement grand. Le premier sondage qu'on a fait en 2010 sur la mosquée, qui était un sondage très étroit, 1,50 m de large et quelques mètres de long, je ne sais plus exactement où il était, je crois qu'il était ici, et il a englobé ce pilier-ci. Donc on a tout de suite vu qu'on était dans une salle avec des piliers, et je pense qu'on a englobé un deuxième pilier qui était complet, et puis un troisième espace où il y avait juste un négatif de piliers arrachés. Donc oui, c'est un élément d'identification, et on a eu de la chance de tomber sur les piliers en élévation parce que, comme vous le constatez, ils ont beaucoup disparu. Ça, ce sont les gens d'Armat, alors depuis longtemps, hein, depuis que la mosquée a été désertée, depuis le XVe siècle, qui sont venus récupérer les briques pour construire leurs maisons. Donc le village d'Armat actuellement, les maisons anciennes sont construites avec des briques médiévales. On a une mosquée en partie conservée. Vous voyez là derrière moi, c'est pas très probant. On n'a pas énormément de piliers conservés, mais si on lit dans ce sens-là, voilà, on a 5-6 piliers conservés dans la nef de ce côté-ci. Donc on a plusieurs nefs. Le mur de Qibla est de ce côté-ci, vers le sud. On a, je crois, 7 nefs parallèles à la Qibla, et dans mon souvenir 11 nefs d'est en ouest. Et pour l'instant, donc, on connaît à peu près la dimension de la salle de prière, mais nous n'avons pas encore fouillé la cour, qui est donc sur le côté nord de la mosquée et qui était encore à l'étude. Pour l'instant, voilà, c'est un chantier pour les années à venir, mais voilà, on est déjà bien occupé pour la salle de prière. On avait déjà des indices de l'existence d'une mosquée plus ancienne, mais c'est vraiment en étudiant ce trou de pillage que l'on a eu une bonne chronologie des occupations. Donc c'est à la fois un drame pour le patrimoine et une chance pour la science, parce que sans nous-mêmes prendre la responsabilité de casser la mosquée du XIVe siècle, on a eu accès à cette mosquée plus ancienne. Pour l'instant, on ne sait pas de quand elle date, mais on sait qu'elle est ici, et ça fera partie des enquêtes à venir pour améliorer la compréhension de ce bâtiment. Donc c'est à cet emplacement, sous cet abri que l'on a construit, que se situait le mihrab de la mosquée médiévale, de la dernière mosquée, et aussi de la mosquée plus ancienne. Exactement au même endroit, la mosquée a été reconstruite à l'emplacement exact de l'ancienne, et en conservant l'emplacement exact de la niche. Donc il y a vraiment une permanence, la volonté de conserver cet espace vraiment sacré dans la mosquée. On a étudié ce mihrab, donc, qui était complètement recouvert de terre, bien évidemment, quand on a commencé l'étude, et on s'est très vite rendu compte qu'il était très abîmé, très cassé, et on a procédé exactement comme ici, on a successivement vidé les trous de pillage. C'était très compliqué à fouiller. Moi, j'ai passé des journées entières au fond de ce trou à essayer de comprendre ce qui s'était passé. On a restitué au moins 5 étapes successives de pillage. C'est-à-dire qu'au moins, on en a vu 5, au moins 5 fois dans l'histoire, des gens sont venus piller le mihrab pour essayer de trouver un trésor. Et la première, sans doute le tout premier pillage du mihrab, il est intervenu même avant l'abandon de la mosquée. Parce que vous voyez ici, on a sur le sol 14e siècle ici, et on voit qu'il y a eu un trou et une réparation
de fait au milieu avec un autre sol de chaux. C'est très probablement un pillage qui a eu lieu, peut-être une nuit, quelqu'un, je ne sais pas, au XIVe, au XVe siècle est venu essayer de piller le mihrab. Or, la mosquée était toujours utilisée à cette époque, donc on a réparé le sol. Et donc à l'intérieur, malgré toute cette destruction, on a trouvé quelques éléments des niches successives. Vous devinez un mur donc, de plan carré qui limitait la niche donc, dans le dernier état, qui a été en grande partie démonté, sur lequel on avait un décor probablement de plâtre, mais de forme en fer à cheval, si vous voulez, de forme circulaire. Donc la maçonnerie était de plan carré, mais à l'intérieur, on avait une niche en forme de fer à cheval, avec probablement des décors au sommet dont on a retrouvé des petits morceaux, mais très dégradés. Mais on a fait une découverte assez exceptionnelle à Harmath. C'est le deuxième exemple que l'on a en archéologie médiévale au Maroc. C'est la découverte, alors sous vos pieds, vous le devinez, ça a été protégé sous des bâches, la présence des traces d'une chaire à prêcher, d'un minbar amovible, comme ça se fait au Maroc. Donc c'est familier ici. Hein, on a des minbars que l'on peut déplacer au gré de la prière ou laisser en place. On a conservé dans les musées ici au Maroc des minbars magnifiques du XIIe siècle, du IXe siècle. Enfin, le plus connu, c'est celui de la Koutoubia. Donc on a des exemples très anciens de ces meubles, mais jusqu'à une date récente, jusqu'à la fin des années 90, on n'avait pas encore d'exemples archéologiques en place de l'usage de ces minbars. Et Ronald Messier, donc le directeur historique de cette mission Harmath, en avait découvert un dans la mosquée de Sijil Massa. Et ici, on en a trouvé les traces également, donc juste au droit de la niche du mihrab. On avait dans le sol, quand on a dégagé le sol de chaux, des empreintes, des négatifs de longues barres d'une dizaine de centimètres de large, 2 à 3 mètres de long. C'est exactement à cet endroit-là qui a été couvert aujourd'hui avec des plastiques. Et donc, on n'a plus le meuble, bien évidemment, on n'a plus le minbar, on n'a même plus les rails en bois sur lesquels coulissait le minbar, on a simplement l'empreinte de la poutre en bois qui avait été placée dans le sol en chaux et qui s'est dégradée avec le temps, a été détruite, le bois ne se conserve pas, ou peut-être a été récupéré, le bois est rare, précieux, donc tout comme on est venu chercher les briques, on est venu chercher ces poutres en bois, et on avait au fond de ces tranchées, de ces petites rainures dans le sol, on avait des restes de bois qui appartenait donc aux poutres d'installation, aux rails d'installation du minbar et qu'on a pu faire dater. Donc on a une datation autour du XIIe siècle. La première des structures que nous avons bien évidemment remarquée, et il a été remarqué depuis 1901, lors de la première visite d'un chercheur français, d'un explorateur français, Edmond Douté. Et donc, il a pris trois photos du hammam. Et c'est pour ça que nous voulions insister sur ce hammam. Une fois découvert et fouillé, on s'est rendu compte que, à vrai dire, il est beaucoup plus monumental qu'on le croyait. Et c'est pour nous l'un des plus grands hammams au jour d'aujourd'hui, l'un des plus grands hammams de tout l'Occident musulman. Monsieur Ron Messier, vous êtes archéologue et vous co-dirigez le programme de fouilles d'Harmath depuis 2005. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, en un peu plus d'un siècle, le site d'Harmath est devenu le site médiéval le plus important du Maroc? Oui, donc je crois qu'il y avait une tradition orale longtemps ici dans le village d'Harmath que dans ce champ ici, il y avait le hammam. C'était dit hammam par les habitants locaux, j'imagine pour longtemps. Mais la première chose qu'on voit
avec un voyageur français, en fait, qui est venu dans l'année 1901, un visiteur qui a pris des photos de cet environ. Et on voit dans cette photo une maison simple, pas trop grande, directement là sur le hammam. Le hammam faisait comme une fondation pour une petite maison. On ne voyait pas le hammam parce que c'était couvert de la terre, mais on peut voir il y avait des voûtes, c'est-à-dire la terre faisait des courbes comme ça, 3. Maintenant, on voit pourquoi, parce qu'il y avait ces belles voûtes dessous. L'idée avec la première mission, c'était de vider l'intérieur des structures pour 2 raisons. D'abord, il fallait confirmer est-ce que c'est hammam, oui ou non. Et deuxièmement, on voulait avoir un plan de la structure. On ne pouvait pas avoir un plan de l'extérieur parce que c'était tout à fait couvert. Mais avec les salles vides à l'intérieur, on pouvait dessiner le plan. Et comme on va voir quand on entre, c'est vraiment un dessin traditionnel pour le hammam avec 3 chambres de bain. La chambre froide, la chambre tiède. Et la chambre chaude. Chaude, oui, exactement. Et là, c'est la porte? Ça, c'est c'était l'entrée principale pour toute la structure. Donc, on entre par ici et on tourne à droite. Ici, il y avait une petite entrée. Et ici, on voit qu'il y avait un cours central, originalement couvert par une coupole, qui se voit avec les grands piliers dans chacun des 4 coins. Donc cette coupole est partie. C'est parti, tout à fait parti. Et on voit aussi que c'est une structure, un hammam, dans lequel ils ont mis beaucoup d'efforts pour faire quelque chose de très esthétique. Par exemple, quand on entre, on descend les escaliers ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un plancher, un sol, avec un dessin très beau, extrêmement beau, en dessin chevron. Au centre, on voit ce bassin en forme octagonale, ce qui est un peu extraordinaire, en fait. Pourquoi? Bien, parce que c'est difficile de faire un octagonal parfait. Si on fait un bassin carré, c'est assez facile. Si c'est rond, assez facile, mais pour un octagone, ça prend 18 étapes séparées mathématiques pour créer ça. C'était hammam jusqu'à la fin du 14e siècle. Mais la question que tout le monde nous pose, oui, OK, 14e siècle, mais quand est-ce que c'était construit? Pour ça, il faut quelque chose, il faut que nous ayons une trace qui est antérieure à la construction. Et pour trouver ça, on a fait ce petit sondage, 1 mètre sur 1 mètre. Et quand on regarde auprès, on voit qu'il y a au moins 3 sols. Celui de la surface, un deuxième à peu près 30 cm plus bas, et un troisième un peu plus bas. Dans ce sol ici, on a trouvé des ossements. Et c'est organique, on peut le dater avec charbon 14. Et ça nous a donné une date de construction de ce dernier sol, 1290, plus ou moins 30 années. Ce qui veut dire... Pardon, le sol sur lequel on est. Exactement. Ce qui veut dire que c'était construit vers la fin du XIIIe siècle, peut-être le début du XIVe. Donc, il y a encore un centenaire d'existence avec la fin. Donc, voilà, construction de cette dernière phase, fin du XIIIe, début du XIVe. Quand on descend sous le premier sol, en fait, mais le dernier qu'on a vu, parce qu'on lit toujours en arrière, on a trouvé des traces datables par charbon 14
à 990, plus ou moins 30 années. Donc, construction de la structure, fin du Xe siècle. Et moi, j'étais très content parce que mon intérêt au début de mon carrière ici au Maroc, c'était l'histoire des Almoravides. Donc, ce que je savais, c'est que quand les Almoravides sont venus, ils ont vu déjà ce hammam ici, ce hammam magnifique, qui, je crois, les a inspirés de construire des choses semblables quand ils sont allés à Marrakech et ailleurs. Donc, maintenant, on passe à la salle tiède. Et pour moi, ce qui me frappe quand j'entre dans cette salle, c'est l'ensemble. La voûte est presque entièrement intacte d'un bout à l'autre. Une structure comme ça, il faut être maintenu. Ce n'est pas toujours stable. On le construit 400 ans plus tard, c'est la même chose. Non, il faut des améliorations, des réparations, etc. Et parmi ces améliorations sont ces contreforts. Il y a deux là. Il y avait un là et un autre là-bas. OK, donc ici, le passage à la salle chaude. Et nous voyons ici l'hypocauste. Donc ça, c'est intact, bien que fragile. Et en vérité, bientôt, on va mettre en opération une campagne de restauration. Donc, avant la fin de l'année, tout ça va être restauré. Et nous avons l'idée de faire un passage, un couloir de ce côté ici, d'un bout à l'autre, pour que les visiteurs peuvent sortir ici et marcher au long. Et ce sera fait en verre pour qu'on puisse regarder sous-sol, pour regarder le système de chauffage. Et donc, c'est un système semblable à ce que faisaient des Romains. Il y a certainement pour ce sol, il y a un apport, il me semble, il y a un apport d'une couche rouge. C'est le sol vierge, ils l'ont chopé du sol vierge. Je pense qu'on est en pente. Et ça, c'est ce niveau-là. C'est comme ça. Ouais. Ça, c'est le niveau pour qu'on que a déjà éventuellement attaqué. La chaleur ne sorte pas. Ouais. C'est quoi? C'est du... Le premier niveau de sombre. Ouais, d'accord. Non, ça, je pense que c'est différent. Ça, c'est le mortier du mur. Ça coïncide avec le niveau de circulation. Mais donc, c'était Yallah. en pente. C'est vrai. Notre démarche au début était d'explorer le premier bâtiment visible et qui a une importance majeure. Dès qu'on a vu la structure du hammam, on savait que c'est une structure extrêmement ancienne et on a fait des ramassages, etc., qui nous ont livré des informations chronologiques importantes. Donc, et progressivement, on s'est dit il faudrait comprendre le contexte dans lequel on travaille, le contexte de ville, etc. Et c'est ce qui nous a permis de trouver le palais. Donc le palais d'Armat, qui a été découvert après la fin des fouilles archéologiques du hammam et qui nous permet justement de découvrir une structure palatiale assez unique au Maroc, parce que c'est pratiquement le deuxième palais qu'on a découvert au Maroc après celui de Bélionesh, au nord du Maroc. L'entrée se faisait par cet endroit, et on découvre bien évidemment les banquettes qui sont réservées aux invités
où les invités sont obligés d'attendre, bien évidemment, en attendant l'autorisation d'accéder à la cour publique, à l'une des cours publiques du palais d'Armat. On a la spécificité de une des spécificités de cette banquette, c'est qu'elle est dotée d'un accoudoir. Comme c'est un palais public, pour nous, en tout cas, c'est certainement l'entrée est surveillée. Et on voit l'aspect architectural en chicane, à double chicane, qui permet justement de surveiller l'accès à cet endroit, à la cour centrale, et qui donc, par ce biais-là, on découvre un peu par surprise justement cette cour qui devrait être assez jolie, justement organisée autour des galeries qui occupent tous les côtés de cette cour. Et nous avons également, bien évidemment, au centre de cette galerie, nous avons cette répartition de la cour centrale en grand bassin au milieu et deux parterres de part et d'autre de ce bassin. Ce bassin est alimenté par la vasque. C'est une vasque en marbre que nous avons découvert sur place et qui est maintenant au musée de Badia. Bien évidemment, les parterres, on a pu analyser les plantes qui sont cultivées dans ces jardins par le biais de l'archéobotanique et qui démontrent des plantes très variables et très riches. Autour des deux côtés de cette cour centrale, on a deux pièces d'apparat. C'est des grandes pièces de réception ou d'apparat et qui s'ouvrent justement, qui se font vis-à-vis et qui s'ouvrent sur cette cour certainement qui devrait être le centre névralgique en fait de ce bâtiment. Mais on sait également par la fouille archéologique que ce palais contient un étage. On a un escalier, on a découvert donc un escalier qui permet justement d'accéder à l'étage, un étage décoré et par notamment des stucs peints, etc., un peu connus de la même période à Ceuta, Marrakech et à Fès. On va dire que c'est le dernier plan du bâtiment à la fin du XIVe siècle quand il a été abandonné. Donc, M. Abdullah Fili, là nous sommes devant la tombe du dernier roi de Séville, Mu'tamid ibn Abbad, et vraisemblablement l'histoire de ce roi est liée à celle d'Armet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur ce point-là? Alors effectivement, nous sommes à l'intérieur du mausolée de Mu'tamid ibn Abbad à Armat, qui a été fondé donc au début des années 60 et ouvert au début des années 70. Il a pris la forme d'une coupole. Il a pris l'image en quelque sorte de la coupole almoravide de Marrakech et bien évidemment on y trouve bien évidemment la tombe du roi sévillan, du dernier roi du Taïfa de Séville, Mu'tamid ibn Abbad, ainsi que celle de sa femme I'timad al-Rumayqiya et également de son fils. En dehors de celui de ce tombeau d'Ibn Abbad, il y a également à Armat
Un autre tombeau d'un deuxième roi de Taïfa, celui de Abdullah ibn Boulokhin, Az-Ziri, le dernier émir de la Taïfa de Grenade, et qui se trouve justement dans le cimetière historique d'Armat. Et bien évidemment, l'histoire nous a laissé un certain nombre de poèmes également, de visiteurs de marque qui ont rendu visite à Ibn Abbad ici. Vous pouvez voir tout au long de cette frise la poésie qu'Ibn al-Khatib, Lisan-Din ibn al-Khatib, à la fin du XIVe siècle, a composé autour de mausolée d'Ibn Abbad. Il dit par exemple قد زرت قبرك عن طوع بأغماتي رأيت ذلك من أولى المهمات لم أرى لما لا أزورك يا أندى الملوك يدا ويا سراج الليالي المدلهمات, etc., etc. Donc on avait en quelque sorte des témoignages historiques successifs sur la tombe d'Ibn Abbad, sachant que cette partie de la ville, de toute façon, c'est un cimetière d'Armat. C'est le grand cimetière historique d'Armat.